Nor était un jeune homme vivant dans un monde imaginaire, assez fort pour son âge et très apprécié par tous les habitants de la ville. Il avait un travail manuel, mais même son patron était impressionné par son travail et n'a jamais dit un mot contre lui, car c'était le meilleur ouvrier qu'il ait jamais vu. Un jour, après avoir touché son salaire quotidien, il s'apprêtait à rentrer chez lui lorsqu'il entendit soudain la voix d'une femme criant à l'aide depuis une grotte voisine. Il s'est immédiatement précipité, même si son patron lui a dit de ne pas le faire, car cela pouvait être dangereux. Il ignora l'avertissement de tout le monde et entra dans la grotte, pour y voir une fille enveloppée dans du fil barbelé magique, tandis qu'un groupe d'aventuriers affrontait un taureau démoniaque géant. Depuis son enfance, il a toujours dû s'occuper de sa mère et de la maison parce que son père ne revenait jamais avec le lait, mais il l'a pris comme un champion et a commencé à s'occuper de la maison. Sa mère était malade et presque clouée au lit. Il lui a donc préparé une soupe chaude qu'elle pouvait boire, couverte de suie, et lui a dit qu'il allait chasser des lapins, afin qu'elle puisse avoir des protéines pour le dîner. Sa mère lui a nettoyé le visage en s'excusant de ne rien pouvoir lui donner dans la vie, mais Nor a pris son courage à deux mains et lui a dit qu'il n'avait besoin de rien de toute façon. Plus tard dans la nuit, il prépara un copieux ragoût de lapin pour sa mère, mais lorsqu'il revint pour la nourrir, elle avait déjà quitté ce monde. Le pauvre Nor n'avait plus personne qu'il pouvait appeler sa famille dans ce monde. Il enterra sa mère à l'extérieur de la maison, mais décida qu'il ne pouvait pas être faible et pleurer. Il commença à vivre seul, à s'occuper du jardin, à attraper du gibier, à prendre soin des animaux de la ferme et à étudier dans sa chambre après l'avoir soigneusement nettoyé. Il entraîna son corps en pêchant des poissons sauvages, en portant de lourdes charges dans les montagnes et en mangeant beaucoup de protéines chaque jour. Un soir, par solitude, il grimpa sur une chaise, sortit un vieux livre d'histoire poussiéreux et commença à le lire. Cela le ramena en arrière, à l'époque où sa famille était au complet et où son père lui racontait des histoires sur de puissants aventuriers qui combattaient des dragons colossaux, apprenaient la magie auprès de sorciers, levaient des malédictions dans la forêt hantée et se battaient contre une armée d'elfes. Ces histoires l'ont toujours fasciné, car son père lui disait que le devoir d'un aventurier était de protéger les faibles et de veiller à ce qu'ils ne soient jamais blessés. Cela lui donna l'envie de faire quelque chose de sa vie. Le lendemain, après s'être occupé des animaux, il se prépara à partir vers la ville pour tenter de devenir un aventurier. Il passa la nuit dans la forêt autour d'un feu de camp et, le lendemain matin, il arriva dans la belle ville de son royaume. Il franchit la gigantesque porte principale et fut stupéfait de voir le nombre de personnes qui se promenaient sur les marchés, vendant leurs marchandises, et les gens qui achetaient des épées et des fruits au même endroit. En marchant, il remarqua un homme avec une épée et décida de le suivre, ce qui le conduisit à la guilde des aventuriers. Il entra dans l'établissement et trouva à la réception un homme costaud au lieu d'une fille à la fourrure épaisse. Déçu, il dit à l'homme qu'il était ici pour devenir un aventurier, mais l'homme le repoussa en disant que ce n'était pas un endroit pour les enfants, et qu'il devrait penser à ses parents. Nor répondit que ses parents étaient morts, ce qui attira l'attention de l'homme, qui lui dit de passer d'abord à l'école de formation. Nor sembla confus, mais l'homme lui expliqua que pour rejoindre une guilde, il devait choisir une école, suivre une formation de base, choisir sa classe et ses compétences, et ce n'est qu'après avoir obtenu son diplôme qu'il pouvait devenir aventurier. Nor se réjouit de cette information et se dirigea avec enthousiasme vers une école dans le but de devenir le plus fort des épéistes. Il s'inscrivit et commença à s'entraîner au maniement de l'épée, mais au bout de quelques semaines, alors que tous les autres élèves commençaient à éveiller leur potentiel magique, Nor n'avait toujours pas de capacité magique. Il continua à s'entraîner, et plusieurs mois passèrent après lesquels l'instructeur lui dit qu'il n'avait pas le talent nécessaire et qu'il perdait son temps ici. Il lui dit de changer d'école, car il n'est absolument pas fait pour être épéiste. Nor n'a pas abandonné, il a trouvé une autre école et a décidé de suivre une formation de guerrier. Il a commencé à s'entraîner sous la direction d'une grosse rousse, mais même après avoir suivi un entraînement intensif pendant plusieurs mois, la rousse lui a dit qu'il n'avait pas le talent nécessaire, car tout ce qu'il avait appris, c'était comment parer les attaques. Il a ensuite suivi plusieurs écoles différentes, d'abord comme chasseur, mais il s'est fait renvoyer. Il a ensuite essayé de devenir voleur, mais il a été rejeté parce qu'il n'était pas doué pour cela. Il a ensuite essayé de devenir magicien, mais n'a pas réussi non plus. Il a donc décidé de devenir guérisseur, mais n'a pas réussi et est rentré chez lui déçu. L'homme de la guilde fut choqué d'apprendre que même après avoir passé des mois dans toutes les écoles, Nor n'avait rien appris et lui dit que malheureusement, il n'y avait rien à faire pour devenir aventurier. Déçu, Nor quitta la ville et retourna à son chalet dans les bois, mais il décida de ne pas s'avouer vaincu. Il créa sa propre installation d'entraînement avec une épée et décida de perfectionner le seul mouvement qu'il avait appris, qui consistait à parer et à dévier les attaques qui lui étaient destinées. Il passa des jours à le perfectionner, jour et nuit, et finalement, après un an d'entraînement rigoureux, il devint assez fort pour parer 10 attaques à la fois. Il décida de continuer à s'entraîner, et 3 ans passèrent après lesquels il parvint à parer 100 épées à la fois, mais sans acquérir de nouvelles compétences. Il continua à s'entraîner sans relâche jusqu'à ce que son épée se brise. 14 ans plus tard,
il se rendit compte qu'au cours de ces dernières années, il s'était entraîné tous les jours et qu'il était désormais capable de parer 1000 épées à la fois sans faillir. Bien qu'il ait travaillé dur, il n'a pas acquis de nouvelles compétences, mais il a tout de même décidé de se rendre à nouveau à la guilde des aventuriers. Cette fois, il rencontra une jeune fille qui, après avoir examiné ses compétences, lui conseilla de se rendre à l'école d'entraînement. Nor lui répondit qu'il était déjà passé par là, ce qui étonna la jeune fille qui lui dit qu'il n'avait aucune compétence pour devenir aventurier. Nor se découragea à nouveau lorsque l'homme sortit et le reconnut à peine. Ils s'assirent pour discuter autour d'une bière et Nor lui raconta son entraînement des dernières années. L'homme lui expliqua qu'il y a des rangs dans une aventure, de E à S. Mais même pour atteindre le rang E, il faut au moins une compétence, ce que Nor n'avait pas. Nor s'est attristé, mais l'homme lui a dit que peu de gens le savaient, mais qu'il y avait un autre rang en dessous du E, le F. Les aventuriers de rang F sont soumis à certaines restrictions, ils ne peuvent pas accepter de quêtes mortelles ni travailler dans les forêts à l'extérieur de la ville. Ils ne peuvent faire que des petits travaux manuels dans la ville, mais personne n'a vraiment envie de faire ça. À sa grande surprise, Nor accepta immédiatement et obtint enfin son permis d'aventurier. Il a commencé à faire de petits boulots dans la ville, comme porter de lourdes charges, retrouver des chats perdus, et s'est entraîné tous les soirs. Il a également pris des emplois d'infirmier et s'est occupé de personnes âgées en leur faisant la cuisine. Tout en faisant tout cela, il continuait à s'entraîner et semblait heureux de travailler en tant qu'aventurier capable d'aider les gens. Enfin, nous revenons au présent, où le taureau géant s'est dirigé vers les aventuriers et a frappé le chef avec sa hache, qui a volé contre le mur. Nor l'a rapidement examiné pour constater qu'il était mort. Il se retourna pour voir les autres gars se faire embrocher par le taureau, qui tuait sans effort toutes les personnes présentes dans la zone. Avant de reporter ses yeux sur la jeune fille aux cheveux blancs, Nor se mit immédiatement en action et lui lança une pierre pour détourner son attention avant de s'enfuir en courant. Le monstre le poursuivit avec une rapidité surprenante, et Nor réalisa qu'il ne pouvait pas s'enfuir, alors il se retourna et para l'attaque du taureau. À sa grande surprise, la parade fut si puissante que le taureau fut projeté contre le mur. Il se redressa immédiatement et sauta à travers la poussière pour attaquer Nor, mais ce dernier put parer les attaques encore et encore, car il réalisa que s'il manquait une seule parade, il était comme mort. Il tenta de trouver une ouverture, mais se rendit compte qu'il n'avait pas la moindre compétence offensive pour porter une attaque. Son épée commença à s'effriter, mais le démon se tourna vers la jeune fille et se précipita sur elle. Nor utilisa immédiatement sa capacité de pas de plume, qui augmentait sa vitesse, pour apparaître devant le taureau et dévier l'attaque une fois de plus, au prix de sa propre épée. Il se souvenait que son père lui avait dit qu'un aventurier défendait les faibles même au prix de sa propre vie, alors il tint bon, même avec une épée brisée. Cette fois, lorsque le monstre attaqua, Nor para de toutes ses forces, ce qui dévia tellement la hache qu'elle rebondit et trancha net la tête du taureau avant de se planter dans les rochers. La jeune fille fut complètement choquée, le sang giclant tout autour de la zone, mais le fil barbelé magique disparut de son corps. Nor s'effondra sur le sol, regardant son épée qui s'était brisée, et jabota qu'il s'en était fallu de peu. La jeune fille le remercia immédiatement de lui avoir sauvé la vie et jabota son nom, mais Nor répondit que son nom ne valait pas la peine d'être retenu et retourna à l'extérieur. Il marche dans les rues en pensant à la façon dont il a failli être tué par une vache géante et se rend compte qu'il doit s'entraîner encore plus s'il veut vraiment devenir un aventurier capable de protéger les gens. Après le départ de Nor, le donjon se remplit des gardes de la femme aux cheveux blancs, qui s'avère être Linkley, d'une famille noble. Son garde personnel arrive et regarde le Minotaure mort être inspecté par les scientifiques tandis que les gardes de Clé gisent morts sur le sol, recouverts d'un tissu blanc. Elle s'excuse immédiatement de ne pas avoir été là pour les protéger, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter car ce n'était pas sa faute. Un peu plus tard, un autre homme nommé Darken entre et lui demande si elle va bien et des détails sur ce qui s'est passé ici. La nouvelle de l'attaque parvient à son frère, Rin, qui est complètement choqué d'apprendre que sa sœur a été attaquée par un tel monstre. Il demande à Darken s'il a la moindre idée de ce qu'un Minotaure fait à la surface alors qu'il est censé rester dans les profondeurs des donjons. Darken s'incline et admet qu'il s'agit bien d'une tentative d'assassinat, car ils ont découvert que la bague que Lynn a récemment achetée à un marchand était maudite. Il affirme que l'anneau a été testé par un magicien qui a révélé qu'il contenait une pierre de mana d'une pureté de 90%, ce qui est extrêmement difficile à trouver, et que c'est la raison pour laquelle le Minotaure a attaqué son groupe. Rin ne comprend toujours pas pourquoi un Minotaure voudrait une pierre de mana, mais Darken révèle qu'il pense que la pierre de mana a été maudite par le royaume ennemi voisin de Derry, connu pour ses pratiques de magie noire. Rin est d'accord avec cette hypothèse, car dernièrement, l'armée de Derry les a harcelés à la périphérie, et maintenant une attaque aussi effrontée sur Lynn sans même essayer de la cacher prouve qu'ils veulent une guerre. Rin interroge alors Darken sur l'homme qui a sauvé la vie de Lynn, mais Darken affirme qu'ils ne savent rien de cet homme, si ce n'est qu'il a tué le Minotaure avec son épée en quelques minutes, mais qu'il s'est ensuite enfui rapidement sans même dire son nom à Lynn. Le lendemain matin, Nor se rend à la guilde comme si de rien n'était, lorsque le gros s'approche immédiatement de lui pour lui demander s'il va bien.
Nor semble confus, alors Fatih explique que la nuit dernière, un monstre mortel a émergé dans les grottes près de son chantier, et que c'est pour cela qu'il était inquiet. Nor ne se doute pas que Fatih parle du Minotaure qu'il a tué la nuit dernière, car il pensait qu'il s'agissait d'un monstre de vache de bas niveau puisqu'il avait réussi à le vaincre. Le gros dit à Nor qu'il a de la chance d'être parti avant, car même un aventurier de rang A comme lui n'aurait rien pu faire contre une bête aussi puissante. Nor essuie la saleté de son visage et se demande quel genre de monstre peut bien être effrayant pour un aventurier de rang A, puis remercie les dieux de n'avoir affronté qu'une vache géante. Nor demande ce qui est arrivé au monstre, et le gros lui répond qu'un homme mystérieux a fini par tuer la bête d'un seul coup, ce qui choque vraiment Nor qui se demande à quel point cet homme doit être fort pour tuer un tel monstre, sans se rendre compte que c'est lui l'homme dont parle le gros. Plus tard, le gros lui donne son salaire pour la journée mais lui dit de trouver un vrai travail, sinon il ne pourra pas gagner beaucoup d'argent. Avant qu'il ne puisse répondre, une silhouette encapuchonnée apparaît derrière lui et l'interpelle. Nor se retourne et découvre la jeune fille aux cheveux blancs qu'il a sauvée hier et lui demande comment elle l'a trouvée. Elle s'excuse de l'avoir suivie, mais affirme qu'elle a utilisé sa compétence de détection à distance pour le retrouver. Il lui demande si elle l'a appris dans les écoles de voleurs, mais elle affirme qu'elle vient de la branche des magiciens, mais qu'elle a les mêmes compétences dans les 6 branches. Lynn remarque qu'elle attire beaucoup trop l'attention et demande à Nor s'ils peuvent parler dans un endroit plus privé. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la Grèce l'attrape et lui demande ce qu'il a bien pu faire. Nor répond qu'il n'a rien fait de mal, tandis que Lynn déploie une barrière insonorisée et lui demande de venir avec elle. Ils sortent tous les deux de la guilde et marchent dans les rues jusqu'à une zone déserte où elle lui dit qu'elle voulait vraiment le remercier, car non seulement il lui a sauvé la vie, mais il a aussi sauvé la vie de nombreux citoyens. Nor ne sait toujours pas à quel point il est fort, alors il prétend qu'elle est si talentueuse et qu'il a dû ruiner ses plans en se cognant la tête entre les deux. Elle lui répond que ce n'est pas vrai, que s'il n'était pas venu à son secours, elle serait probablement morte sur place. Elle prétend alors vouloir le récompenser pour son aide, mais Nor lui répond immédiatement que sa gratitude suffit. Lynn, cependant, ne se laisse pas faire aussi facilement et lui dit qu'elle est une personne de statut ici, et que même son père aimerait le remercier personnellement. Il refuse à nouveau, ce qui choque Lynn, qui n'a aucune idée de la raison pour laquelle un homme refuserait une récompense de la part d'un noble. Elle lui demande si quelque chose le préoccupe et affirme même que son père lui donnera beaucoup de terre s'il le souhaite, mais Nor continue de rejeter ses offres. Il lui dit qu'il n'a besoin de rien de sa part, ce qui la fait pleurer car elle se sent obligée de le remercier pour son aide. Elle lui dit qu'elle ne bougera pas d'ici tant qu'il n'aura pas accepté sa gratitude, ce qui lui rappelle la fois où il avait fait la même chose à l'un des instructeurs de la branche de l'école de guérison. Il finit par céder et accepte de rencontrer son père, mais refuse toute récompense exagérée. Cela lui fait plaisir et elle utilise la magie pour se dissimuler, ainsi que lui, pendant qu'il traverse la ville jusqu'à son manoir. Lorsqu'ils arrivent enfin chez elle, Nor est complètement choqué car il n'a jamais vu un endroit aussi grand et somptueux. Il passe devant les gardes et entre à l'intérieur tandis que Nor se demande si cette fille est une noble si elle est si riche. En chemin, il tombe sur sa garde personnelle, Inès, qui le regarde avec méfiance et lui demande qui il est. Lynn lui dit qu'il s'agit de l'homme qui lui a sauvé la vie, et elle se radoucit immédiatement, affirmant qu'elle les amènera au Seigneur. Ils suivent Inès dans la galerie lorsque Nor aperçoit un homme portant une armure jaune qui attend près de la fenêtre. Il entre immédiatement en action, faisant tourner sa lance avant de la pointeur vers Nor, lui demandant qui il est. Inès lui dit de reculer car il est l'invité de Lynn, mais ce connard à l'allure de Pikachu finit par se moquer de Nor parce qu'il a l'air pauvre. Inès le présente comme Gilles et lui demande de les accompagner dans la chambre, car elle n'a toujours pas confiance en Nor. Ils attendent à l'extérieur de la salle pendant que Clay, le père de Lynn, parle à son fils des risques de guerre qui augmentent, car ils se souviennent de la dernière fois qu'ils ont rencontré le roi de Derry, qui a fini par les insulter et les menacer de leur faire la guerre s'ils ne leur donnaient pas accès à tous les donjons de leur royaume. La porte s'ouvre bientôt et ils entrent tous dans la salle, et tandis qu'Inès et Gilles posent un genou à terre devant leur seigneur, Nor n'a aucune idée de l'identité de l'homme assis sur le haut siège, et il s'avance sans se soucier de rien aux côtés de Lynn. Elle le présente à son père, affirmant que c'est l'homme qui lui a sauvé la vie, et immédiatement le seigneur se lève de son siège et se dirige vers Nor, le remerciant d'avoir sauvé la vie de sa fille. Nor lui dit qu'il n'est pas noble et qu'il n'a jamais parlé à des nobles auparavant, et qu'il ne sait donc pas comment se comporter. Mais le seigneur ne semble pas s'en préoccuper, il rit et lui serre la main avant de lui demander de choisir ce qu'il veut comme récompense. Nor refuse immédiatement, affirmant qu'il ne veut ni terre ni or. Le seigneur semble confus mais lui dit que s'il le souhaite, il peut avoir la moitié du trésor des plus vieux donjons du monde qui se trouvent dans leur royaume. Rin le lui déconseille, car le trésor vaut plus que le PIB d'un petit pays, mais à leur grande surprise, Nor le refuse également, affirmant qu'il ne veut aucun cadeau de leur part. Le seigneur ne comprend pas comment un homme peut refuser un tel cadeau. Il se dirige alors vers son siège et sort l'épée noire géante qui se trouve derrière, et qui était son arme personnelle lorsqu'il partait à l'aventure. Rin semble un peu inquiet, mais son père lui dit que ce n'est pas grave,
car l'épée doit être utilisée sur les champs de bataille et non gardée comme décoration. Il l'attend à Nor, qui en saisit la poignée et se rend immédiatement compte que l'arme est plus lourde que tout ce qu'il a déjà utilisé. Nor pense qu'il s'agit d'une simple épée d'occasion et décide de l'accepter comme un cadeau, car il souhaite que tout cela se termine rapidement afin de pouvoir retourner au travail. Le seigneur lui demande de la balancer une fois, et à sa grande surprise, Nor utilise simplement une main pour balancer l'épée si fort qu'elle crée un souffle de vent autour d'eux. Nor regarde le seigneur et lui dit qu'elle est un peu lourde, mais qu'il se débrouillera, ce qui fait rire Clay qui n'arrive pas à croire que cet homme vient de balancer une grande épée à deux mains d'une seule main. Clay lui demande s'il aimerait entraîner un peu Lynn, qui devient très dangereuse de nos jours, ce qui fait sourire la jeune fille, mais Nor refuse immédiatement, affirmant qu'il n'a rien à lui apprendre, et décide de partir. En traversant leur galerie, il regarde à nouveau l'épée et se rend compte qu'elle est de la même taille que le fossé de drainage, ce qui signifie qu'il peut l'utiliser pour extraire la terre du fossé de manière beaucoup plus efficace. Mais avant de pouvoir partir, il est arrêté par Gilles, qui lui met une lance sur le visage et dit à Nor qu'il veut voir s'il est digne de cette épée. Nor se demande s'il pourra un jour quitter ce manoir pour retourner au travail. Gilbert conduit Nor dans un couloir, et Nor se demande où on l'emmène, car il veut juste retourner au travail. À sa grande surprise, Gilbert l'emmène dans une arène d'entraînement pour un simulacre de duel. Nor est choqué, car il n'a jamais combattu quelqu'un depuis l'époque où il était à l'école de formation. Gilbert prend une perche en bois pour s'entraîner et révèle qu'il est assez célèbre dans la capitale, puis demande à Nor de choisir son arme. Nor pense que c'est une excellente occasion d'apprendre d'un vétéran, et il choisit donc une épée en bois ordinaire. Il pense qu'il ne sera pas un adversaire de taille pour Gilbert, mais il a quand même l'intention de se donner à fond. Gilbert attaque le premier, lançant son bâton sur Nor, qui esquive facilement ses attaques. Il peut voir à quel point les mouvements de Gilbert sont efficaces et sans effort, ce qui révèle à quel point il s'est entraîné, mais pour une raison quelconque, il semble se déplacer très lentement pour Nor. Ce dernier pense que Gilbert retient sa force par égard pour un novice comme lui. Nor demande un temps d'arrêt et dit à Gilbert qu'il n'a pas besoin de se retenir à ce point, alors Gilbert décide d'être sérieux avec lui. Il lance ses attaques avec beaucoup plus d'intensité cette fois-ci, mais ce n'est pas assez rapide pour déborder Nor, qui trouve des ouvertures dans la défense de Gilbert à chaque fois qu'il rate une attaque. De son côté, Gilbert est frustré que ses coups ne touchent pas Nor, il décide donc d'utiliser une attaque complexe, où il change sa trajectoire au dernier moment, forçant Nor à sauter et en profitant pour l'assommer au moment où il atterrit. Malgré tout, Nor parvient à esquiver son attaque et demande à Gilbert d'augmenter encore le rythme car il est à l'aise avec l'intensité actuelle. Gilbert utilisait déjà toutes ses capacités, alors entendre ces mots blesse son ego. Nor réalise enfin qu'il est peut-être plus fort que Gilbert, mais soudain, le garde d'élite utilise son mouvement spécial sur Nor, et l'attaque se rapproche dangereusement. Mais lorsque la poussière retombe, Nor n'est pas en face de Gilbert, il a esquivé l'attaque et s'est déplacé sur le côté, mais après avoir vu la puissance destructrice de l'attaque de Gilbert, il déclare immédiatement qu'il ne veut plus se battre. Nor quitte le palais sur ces mots, mais son habileté a provoqué un tollé parmi les autres chevaliers qui n'arrivent pas à croire qu'il ait pu esquiver l'attaque spéciale de leur capitaine. Certains d'entre eux pensent que Nor n'a survécu que parce que Gilbert tenait une lance d'entraînement, sans quoi un génie comme lui pourrait facilement vaincre qui il veut. En entendant ces mots, Gilbert, déprimé, replonge dans ses souvenirs. Il a toujours été doué avec une lance et a voyagé dans tout le royaume à la recherche de personnes puissantes qu'il a vaincues. Personne n'était en mesure de lui donner du fil à retordre, et Gilbert s'ennuyait. Il se rendit à la capitale et rejoignit les chevaliers afin de pouvoir combattre les monstres, plus forts que les humains. Cependant, même les monstres n'arrivaient pas à la cheville de sa force et de son habileté, et il s'ennuyait toujours. Un jour, alors qu'il se prélassait, le maître de l'école d'épée vint le voir, car c'est lui qui l'avait formé à l'époque. Gilbert se plaignit de l'ennui d'être si fort et souhaita qu'il y ait plus de gens aussi forts que le maître pour qu'il puisse s'amuser à les combattre. Le maître lui a seulement dit qu'un jour, quelqu'un qui le surpasserait émergerait parmi ses élèves, et Gilbert espère que cette personne fera son apparition alors qu'il est encore en vie, car c'est peut-être le seul moyen de soulager son ennui. Aujourd'hui, alors que Gilbert pense à l'homme qui a tué un minotaure d'un seul coup, son esprit est rempli de pensées contradictoires. Dès le premier instant, il a su que Nor était une personne intéressante, mais il n'a rien senti de remarquable dans sa force. Cependant, lorsqu'ils se sont affrontés, il s'est rendu compte que Nor était beaucoup plus fort qu'il n'y paraissait. Lorsque Nor lui demanda d'aller encore plus vite, il utilisa son attaque spéciale qui était encore plus rapide que la vitesse du son, sachant très bien qu'aucun humain ne pouvait y survivre. Lorsque Nor a esquivé l'attaque, Gilbert s'est senti vaincu et, pour couronner le tout, Nor a mis fin au combat avec cette attaque. Gilbert pense qu'il l'a fait pour ne pas l'embarrasser devant ses troupes, et avant de partir, il lui a dit qu'il attendait avec impatience leur prochaine rencontre, ce qui était une façon pour Nor de lui dire de devenir plus fort. Aujourd'hui, Gilbert pense qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui peut rendre sa vie un peu plus amusante. De son côté, Nor n'a aucune idée de l'estime que Gilbert lui porte.
Il a utilisé ses compétences de renforcement du corps et de pas de plume plus tôt pour esquiver son attaque ultime au dernier moment, et s'il n'avait eu qu'un instant de retard, il serait mort. Il pense que Gilbert a fait l'exprès d'ajuster la vitesse de son attaque pour qu'il puisse l'esquiver de justesse, et il lui est reconnaissant de lui avoir montré qu'il a encore besoin de beaucoup d'entraînement. Le lendemain, Nor commence à nettoyer les égouts à l'aide de l'épée qu'il a reçue du roi et il est absolument stupéfait de la qualité de l'épée. Plus tard, il est assis dans la forêt parce que son travail sur le chantier a été suspendu à cause de l'incident du Minotaure. Il se demande comment tuer le temps jusqu'à ce que le travail soit à nouveau disponible, et il veut aussi faire bon usage de l'énorme épée. Il pense qu'elle pourrait faire un magnifique aviron, une pelle à pizza ou même une plaque de grill, mais il n'a pas les ressources nécessaires pour se procurer les autres articles requis pour démarrer ses entreprises. Il essaie d'utiliser sa magie du feu et pense qu'elle est trop faible pour être utile à l'allumage d'un barbecue. Il entend des pas derrière lui et se retourne pour trouver Lynn, qui est venu le chercher en particulier. Nor lui demande comment il peut l'aider, et Lynn lui demande de la laisser devenir son apprenti afin qu'elle puisse apprendre de lui tout en le servant. Elle est impatiente de lui servir tout ce qu'il veut, mais Nor refuse, disant qu'il ne peut rien lui apprendre et qu'il est autosuffisant en tout. Lynn essaie de lui offrir une récompense monétaire pour son entraînement, mais Nor lui dit clairement qu'il ne veut rien. Elle continue d'insister sur le fait qu'elle lui sera utile, mais Nor ne parvient pas à lui faire comprendre clairement ce qu'il veut dire. Pour prouver qu'elle est qualifiée pour apprendre de lui, Lynn décide de montrer son pouvoir magique. Elle crée des lances de glace et les lance vers elle, puis les brûle à l'aide d'un puissant sort de feu. Ensuite, elle abat un énorme arbre avec une petite dague en utilisant une autre compétence, puis utilise une compétence d'épée magique pour faire exploser un arbre derrière Nor. Elle est persuadée que Nor l'acceptera comme apprenti grâce à cette démonstration, mais il refuse toujours de le faire. Il se rend compte que Lynn le juge trop haut et se demande comment la convaincre qu'il n'est rien comparé à elle. Il décide de lui montrer son habileté et crée une petite boule de feu pour lui prouver qu'il est un perdant, et Lynn est choquée de la voir. Elle commence à rentrer chez elle en pensant à l'histoire du garçon sans talent que tous les professeurs avaient l'habitude de raconter. À l'époque, Lynn pensait qu'il s'agissait simplement d'une mise en garde, car elle ne croyait pas qu'un garçon de 12 ans puisse endurer l'entraînement rigoureux des 6 écoles pendant toute la durée du trimestre, alors que même des guerriers aguerris avaient du mal à y rester aussi longtemps. Un jour, le magicien le plus fort qui dirige l'école de magie lui a montré son minuscule talent de feu, puis l'a agrandi pour montrer sa maîtrise. Le magicien a dit qu'il fallait des dizaines d'années d'entraînement pour augmenter la taille d'une petite flamme. C'est pourquoi, lorsque Nor a montré à Lynn sa petite flamme d'aujourd'hui, elle est restée bouche bée car elle était bien plus grande que celle du magicien le plus fort du monde. Il lui a dit que c'était tout ce qu'il pouvait faire et que ses compétences dans les autres branches étaient du même niveau. Seule Lynn savait que la taille du petit feu en disait long sur les capacités de Nor, et elle en conclut qu'il était un maître inégalé dans les autres branches également. Maintenant, elle a honte d'avoir été fière de ses compétences de haut niveau qu'elle n'a apprises que récemment. Elle pense que malgré sa force exponentielle, Nor ne se vante jamais de son pouvoir, et qu'il accomplit même les tâches les plus banales pour aider les autres. Elle pense que l'esprit et le caractère de Nor sont aussi forts que son corps, et que rien ne peut l'effrayer. En tant que princesse, elle devra un jour diriger le royaume aux côtés de son frère, et pour cela, elle doit être forte. Elle veut apprendre à devenir forte auprès de Nor, et c'est pourquoi elle lui tend à nouveau la main, alors qu'il sort d'un restaurant après avoir dîné. Lynn lui dit qu'elle comprend parfaitement à quel point elle a été immature et vaniteuse, et qu'elle veut maintenant apprendre encore plus de lui. Elle pense que sa force deviendra le fondement de la paix et de la prospérité de leur royaume, et elle l'a donc accepté comme maître. Cependant, Nor est profondément troublé par cette situation, et il veut simplement rentrer chez lui. Pendant ce temps, Rin, le frère aîné de Lynn, est dans son bureau et se demande pourquoi son père a choisi de donner la légendaire épée noire à un parfait inconnu. Il se souvient que son père s'est aventuré dans le donjon dans sa jeunesse, en compagnie des maîtres des 6 écoles de métier. Après une longue exploration, il a obtenu la lame noire, qui a été immédiatement considérée comme leur artefact le plus précieux. Elle était faite d'un métal inconnu, plus dur que tout ce qu'il connaissait. Elle était pratiquement indestructible, et ni les attaques physiques ni la magie ne parvenaient à l'égratigner. Cependant, tout le monde se demandait comment une épée aussi puissante pouvait être en si mauvais état. Rin pense que la valeur de la lame noire dépasse de loin tous les trésors qu'il possède, et ce n'est pas quelque chose que son père donnerait à un homme en qui il ne verrait pas quelque chose de spécial. Il sait que son père peut sentir les dangers qui commencent à envelopper leur royaume, et il a probablement confié l'épée à Nor pour lui signifier qu'il fait reposer sur ses épaules tout l'espoir de sauver le royaume. Même Rin pense que Nor n'est pas une personne ordinaire et que, le moment venu, il deviendra leur carte maîtresse. Au même moment, Nor est en ville, mangeant un délicieux repas dans une échoppe au bord de la route, avec Lynn à ses côtés. Elle est complètement entrée dans son rôle d'apprenti et il veut lui dire qu'il ne vaut pas la peine d'être son professeur. Il pense que s'ils se rendent à la guilde, elle verra à quel point il est pathétique et cessera de le suivre. Lorsqu'ils arrivent à la guilde, la grosse demande immédiatement à Nor pourquoi il est avec une princesse. Nor répond que c'est compliqué,
Alors le gros décide de les laisser en privé, même si Nor veut absolument qu'il lui donne des conseils. Fatih leur demande alors ce qu'ils veulent, et Nor répond qu'il souhaite une commission pour 2 personnes. Comme Lin est une aventurière de rang B, Fatih dit que si elle rejoint un groupe avec Nor, ils pourront sortir de la ville pour chasser les gobelins. Nor est sidéré d'entendre cela, car il n'a entendu que des histoires sur la façon dont les vrais aventuriers utilisent les gobelins comme mannequins d'entraînement. Il n'arrive pas à croire que le jour où il va enfin faire de même est arrivé, mais il se rend compte qu'il profite du rang élevé de Lin, même s'il voulait qu'elle le laisse tranquille à l'instant. Nor s'aperçoit que Lin le regarde, il se sent mal et pense qu'elle a vu à quel point il est cupide et sans vergogne. Elle lui demande si quelque chose ne va pas, et il lui demande si elle est d'accord avec cet arrangement parce qu'il compte sur son rang. Lin n'y voit aucun inconvénient et dit à Nor qu'il est libre d'utiliser tout ce qui lui appartient. Nor se sent un peu pathétique, mais il s'en moque car il peut enfin réaliser son rêve. Il sort de la guilde avec détermination, mais Fatih le rappelle parce qu'il ne sait même pas où se trouvent les gobelins. Fatih remplit la paperasse et dit à Nor de ne pas tenter sa chance car, même si les gobelins sont des monstres de bas niveau, ils peuvent toujours être dangereux. Il indique leur emplacement sur la carte et remarque que leur nombre a diminué ces derniers temps. Il demande à Nor de collecter les oreilles droites des gobelins qu'il tue pour sa récompense et le renvoie. Nor et Lin entrent dans la forêt des bêtes et Nor est surpris car il n'a jamais vu cette partie de la forêt auparavant. Il explique à Lin que les arbres sont différents dans le sud, d'où il vient, et elle lui fait un bref exposé sur l'écosystème. Nor l'interroge ensuite sur les gobelins, et Lin lui répond que ce sont de petits monstres qui s'attaquent aux fruits et aux petites créatures, mais que leur nombre augmente assez rapidement. Si leur nombre dépasse une certaine limite, la forêt ne peut plus les approvisionner en fruits et ils s'attaquent alors aux établissements humains. C'est pourquoi la guilde des aventuriers envoie des gens pour maintenir leur nombre à un niveau bas, mais interdit de les éliminer, car les gobelins sont également bénéfiques pour l'écosystème. Nor est impressionné par les connaissances de Lin et pense qu'il a encore moins de choses à lui apprendre. Il continue à marcher vers les parties plus denses de la forêt, mais malgré ses capacités de détection, Lin ne trouve aucune trace de gobelins. Cependant, elle sent quelque chose au loin et dit à Nor qu'il devrait y jeter un coup d'œil. Plus ils s'enfoncent dans la forêt, plus elle s'assombrit et plus la brume qui les entoure s'épaissit. Lorsqu'ils atteignent l'endroit où Lin a senti le monstre, ils ne trouvent rien. Elle remarque que la présence du monstre a simplement disparu, mais Nor sent quelque chose d'inhabituel dans le bruissement des feuilles. Il regarde devant lui et découvre le corps à moitié dévoré d'un gobelin flottant dans les airs, qui tombe soudain au sol. Lin utilise immédiatement un sort pour découvrir celui qui se cache derrière, et un énorme monstre vert avec un cristal rouge sur le front devient visible. Nor est choqué et demande, qui est ce cousin de l'incroyable Hulk? Et elle essaie de lui dire qu'il s'agit d'un empereur gobelin. Mais elle bégaye et Nor entend seulement que le monstre est un gobelin. Il panique en pensant que c'est la taille normale d'un gobelin, et que si de vrais aventuriers peuvent les utiliser comme matériel d'entraînement, ils doivent être vraiment extraordinaires. L'empereur gobelin déracine des arbres à main nue et rugit bruyamment, terrifiant Lin. Elle sait que même un roi gobelin est un monstre de classe calamité difficile à affronter, et que l'empereur gobelin est bien plus fort que lui. Elle sait que l'empereur des gobelins n'est pas un monstre naturel, mais un monstre artificiel créé par des expériences tabous. Elle en est terrifiée et Nor pense que même si elle est puissante, elle n'a jamais dû combattre de monstre auparavant. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car leur adversaire n'est qu'un gobelin. Ces paroles lui donnent du courage, et elle se dit que Nor avait peut-être prédit qu'un monstre de ce niveau était déjà là, et que c'est pour cela qu'il était si excité de venir ici. Elle prend position à côté de lui, certaine de pouvoir vaincre l'empereur gobelin aux côtés de son maître. L'empereur gobelin fonce sur eux, un tronc d'arbre dans chaque bras. Nor bloque sa première attaque, la part et parvient à parer la seconde également. Ensuite, l'empereur gobelin tente de l'acculer dans un coin avec sa force brute, mais Nor l'écrase encore en parant. Cela déséquilibre le gobelin, et Lin tente de le frapper avec de la magie de vent et de glace, mais le gobelin est remarquablement agile et esquive toutes ses attaques. L'empereur gobelin lance un arbre vers elle, mais Nor le pare. Il demande à Lin si elle va bien, et elle lui dit de garder son attention sur le gobelin, qui lance d'autres arbres vers lui. Nor continue de les parer, mais il commence à être fatigué. Lin remarque que les petites blessures de l'empereur gobelin guérissent anormalement vite, et elle pense que la pierre de mana rouge sur son front en est la cause. Soudain, l'empereur gobelin lance 3 arbres en même temps vers Nor, qui panique car il ne pourra pas les parer tous en même temps. Heureusement, Lin arrive en force avec une puissante magie de vent qui souffle tous les arbres. Son attaque a endommagé le gobelin, mais il guérit instantanément de ses blessures. Lin est certaine qu'il faut retirer la pierre de mana de la tête du gobelin pour le vaincre, mais Nor ne pense pas qu'ils y parviendront. Soudain, il a une idée et demande à Lin de lui envoyer dans le dos la puissante magie du vent qu'elle a utilisée plus tôt. Elle l'avertit que le sort est assez puissant pour déchirer les murs d'un château, mais Nor prévoit d'encaisser le coup à l'aide de sa lame noire afin d'accélérer vers l'empereur gobelin plus vite qu'il ne peut réagir. Lin est d'accord et lui tire dans le dos avec un puissant souffle de vent. Nor est envoyé à toute vitesse, et malgré l'utilisation de la compétence d'amélioration physique, il se casse tout de même un os.
Il esquive l'arbre que lui lance le gobelin et se soigne rapidement avant de sauter en hauteur pour porter le coup de grâce. L'empereur gobelin tente de l'attaquer avec un arbre, mais la puissante frappe de Nord traverse l'arbre et atteint la pierre de mana sur la tête du gobelin. La pierre de mana sort de son logement et le gobelin pousse un cri de douleur tandis que Nord roule sur le sol. Il se relève et voit le gobelin se tordre de douleur, puis Lynn s'approche de lui avec la pierre de mana qu'elle a récupérée. Nord lui demande alors si elle peut s'occuper seule du gobelin, ce qu'elle accepte. Il ne se sent pas bien à la vue de ce monstre souffrant et demande à Lynn de le rendre aussi paisible que possible. Elle lui répond par l'affirmative et, ironiquement, brûle l'empereur gobelin à mort. Nord présente ses condoléances au monstre et se dit qu'il en a assez de la chasse aux gobelins pour le moment. Il pense qu'il est encore trop faible pour affronter des monstres du niveau de la fourragère, et qu'il devrait s'entraîner davantage avant de revenir dans la forêt. Plus tard, les agents secrets au service de Rhin lui apportent la pierre de mana et lui font un rapport sur l'affaire de l'empereur gobelin. Rien qu'en voyant la pureté et la taille de la pierre de mana, Rhin sait quelle est l'œuvre de l'Empire magique. Il apprend également que Lynn et Nord ont réussi à vaincre le monstre extrêmement puissant avec seulement quelques égratignures. Mais ce qui le choque le plus, c'est qu'un monstre aussi énorme ait pu être introduit dans leur royaume sans que leurs gardes et leurs services secrets s'en aperçoivent. Il demande à ses agents de rechercher de telles irrégularités dans les villes voisines et les congédie. Au même moment, Nord et Lynn font leur rapport à Fatih à la guilde, qui demande à Nord comment il se sent après sa première chasse au monstre. Nord s'accroche encore à l'idée qu'il n'a combattu qu'un gobelin normal, alors il dit à Fatih que c'était plus difficile qu'il ne le pensait, et qu'ils n'ont gagné que grâce à Lynn. Elle devient fan de sa modestie, et Fatih pense aussi que Nord s'est contenté de regarder derrière lui pendant que la princesse combattait le gobelin. Il devient un peu méfiant en entendant parler de la pierre de mana rouge sur le front du gobelin et demande s'il s'agit vraiment d'un gobelin. Nord demande confirmation à Lynn, qui lui répond que puisque son professeur l'a qualifié de gobelin, c'est qu'il s'agissait bien de cela et de rien d'autre. Fatih se contente de penser qu'il s'agissait d'un monstre rare et leur demande ensuite de lui remettre la preuve de leur abattage. Nord et Lynn réalisent soudain qu'elles ont oublié de récupérer l'oreille du gobelin avant de le brûler tout entier. Peu après, Ré reçoit des rapports faisant état de phénomènes étranges dans les villes et villages voisins. Dans certains endroits, les gens entendent des bruits étranges la nuit et les animaux se recroquevillent de peur en revenant de la forêt, tandis que dans d'autres, le nombre d'animaux de compagnie qui disparaissent augmente, car les forêts voisines sont soudain devenues plus silencieuses. Ré pense qu'il s'agit là d'un signe de la présence de monstres non naturels qui se sont introduits dans leur royaume. Il ordonne immédiatement à ses hommes d'envoyer des équipes de recherche à chacun des endroits et de mettre au travail tous ceux qui possèdent des sorts de détection. Il leur ordonne également de convoquer les 6 maîtres de chaque école, car ils pourraient avoir besoin de leur aide. Une fois ses subordonnés partis, Ré montre sa frustration en jetant les papiers en l'air, se demandant si l'Empire magique veut vraiment ces donjons au point de se donner tant de mal. De leur côté, Nord et Lynn dégustent de la nourriture de rue avec l'argent de leur récompense. En fin de compte, Fatih leur a donné l'argent pour avoir tué un gobelin sans preuve, car il s'agissait de la première mission de conquête de Nord. Après le repas, Lynn annonce à Nord qu'elle va rentrer chez elle, et il est soulagé d'avoir enfin la paix. C'est alors que Ré arrive, à la recherche de sa sœur. Lorsqu'il aperçoit Nord, il lui demande immédiatement de se rendre demain matin dans une ville située dans les montagnes. Il dit que Lynn se joindra à lui, qu'il s'occupera de tout et qu'il lui versera une bonne somme d'argent. Ré ne révèle pas l'activité exacte qu'il exerce dans cette ville, mais Nord l'accepte parce qu'il semble sérieux. Le lendemain, il monte dans la calèche qui les mènera à destination. Monter dans une calèche pour la première fois de sa vie est la principale raison pour laquelle Nord a accepté la quête de Ré, et il en apprécie chaque instant. D'un autre côté, Lynn semble plutôt morose, et il lui demande si elle n'est pas intéressée par le magnifique paysage qui s'offre à elle. Son attention se porte à nouveau sur l'extérieur, et il se dit que lorsqu'il sera devenu un véritable aventurier, il quittera la ville pour voyager. Lynn s'excuse soudain que son frère l'ait entraîné dans cette aventure, mais il lui répond que ce n'est pas grave puisqu'il est payé pour cela. L'humeur de Lynn s'en ressent encore plus. Ce matin, Ré a expliqué que leur mission consistait à se rendre dans la ville de Toro, de l'autre côté de la montagne, et que si rien ne se passait après un certain temps, il devrait se rendre dans le pays voisin, le Saint Royaume de Mitra. Il a dit à Nord que tant qu'il ne se passait rien, il pouvait considérer qu'il s'agissait de vacances payées. En y pensant, Lynn souhaite qu'il ne se passe vraiment rien. Sa garde du corps Inès lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elle est là pour la protéger. En réalité, Ré lui a confié une mission top secrète avant de partir. Il lui a dit que le royaume allait bientôt être confronté à un grand danger, et que s'il tombait, Inès devrait emmener Lynn et se réfugier dans le pays de Mitra. Inès, choquée, demanda si Lynn était au courant, et Ré révéla qu'il ne lui avait rien dit parce qu'elle s'y opposerait sûrement. Il est très inquiet pour la sécurité de Lynn et dit à Inès qu'elle est la seule personne en qui il peut avoir confiance. De retour dans le présent, le groupe fait une pause et Inès s'excuse auprès de Nord de l'avoir entraîné dans cette histoire. Elle lui promet de le protéger, mais il lui répond que ce n'est pas nécessaire car il est doué pour s'enfuir. Inès insiste,
disant qu'il n'y aura pas besoin de fuir parce qu'elle a son bouclier avec elle. Nor dit qu'il ne voit rien, alors Inès décide de lui montrer ses capacités. Elle crée un bouclier sacré avec sa capacité spéciale et dit à Nor que si quelque chose arrive, il doit se cacher derrière le bouclier. Il est impressionné et se souvient alors que Lynn disait qu'Inès était au même niveau que le lanceur Gilles qu'il avait combattu. Il a entendu dire que Gilles était assez fort pour vaincre un dragon, et si Inès est au même niveau que lui, Nor pense qu'ils sont trop forts par rapport à quelqu'un comme lui qui s'est battu contre un simple gobelin. Il remercie Inès en lui disant qu'elle est vraiment douée, mais que ces mots lui rappellent son enfance. Elle vivait dans un orphelinat et un jour, elle a soudainement activé son pouvoir. Son amie, curieuse, essaya de la toucher et se coupa le doigt. Les gardiens appelèrent le directeur, et bientôt le maître magicien, le guerriero et le prêtre vinrent également à l'orphelinat. Ils demandèrent à Inès de montrer ses capacités, et le magicien déclara qu'il s'agissait d'un don du ciel que seules les personnes les plus rares pouvaient recevoir. Il dit à la jeune Inès que son pouvoir pouvait être une lame capable de couper n'importe quoi ou un bouclier capable de bloquer n'importe quelle attaque, selon la façon dont elle l'utilisait. Inès fut gênée par ces lourdes paroles, mais le guerriero lui dit qu'il l'entraînerait à utiliser son pouvoir correctement. Il l'a pris comme élève, et pendant qu'Inès s'entraînait avec lui, elle s'éloignait de tous les habitants de l'orphelinat, de peur de les blesser. Mais ce n'est que lorsqu'elle rencontra Nor qu'elle a pris son nom. Elle avait souvent entendu ce nom de la bouche du guerriero qui était son maître et son père adoptif. Un jour, alors qu'il chassait des monstres dans la forêt, un autre guerrier informa la rousse qu'un énorme groupe de monstres s'approchait d'eux. Le rouquin était perdu dans ses pensées, et il marmonna qu'il aurait aimé que Nor soit là dans ces moments-là. Inès était curieuse de connaître la personne que son père avait reconnue, mais plus encore, elle était jalouse de lui. Depuis qu'elle a rencontré Nor, sa jalousie n'a fait qu'empirer, et elle veut se débarrasser de ce sentiment pour pouvoir protéger Lynn sans faiblesse. À ce moment-là, Nor remarque que quelque chose se déplace dans les champs de blé et laisse une trace étrange. Dès que Lynn l'entend, elle demande l'arrêt de la calèche. Elle utilise sa magie pour révéler ce qui se cache dans le champ, et il s'agit d'un énorme monstre hybride grenouille-chauve-souris. Au même moment, de nombreux monstres attaquent la capitale en même temps, et réordonnent de déployer les guerriers, les épéistes et les chasseurs pour en chasser le plus possible, tandis que les voleurs doivent aider les civils à évacuer. Le roi Clay se souvient des paroles de l'empereur Derry, qui lui avait dit qu'il regretterait de ne pas avoir accepté ces conditions. Il pense que Derry est derrière cette attaque, et Ré est d'accord. Il pense que ce n'est peut-être qu'un début et qu'ils doivent se préparer à des attaques bien plus graves. Clay lui demande ce qu'il en est des 6 maîtres, et Ré répond qu'ils sont tous déjà déployés pour affronter de puissants monstres. Pendant que le guerriero et ses troupes affrontent 3 empereurs gobelins dans la forêt, le maître de l'épée chasse les monstres lézards dans la ville. Les chasseurs, les magiciens, les guérisseurs et les voleurs sont également à l'œuvre, mais le roi craint qu'ils ne soient trop dispersés. D'autre part, au moment où Lynn découvre le sort de dissimulation du dragon noir, celui-ci attaque la jeune fille devant lui. Lynn et Inès reconnaissent le monstre comme étant le dragon de la mort noire, incroyablement dangereux, mais Nor fonce vers lui sans perdre un instant pour protéger la jeune fille. Il part les coups du dragon avec sa lame noire, et Inès remarque que la jeune fille est également apparue de nulle part au moment où Lynn a rompu le sort de dissimulation autour du dragon. Lynn sait que cela ne peut signifier qu'une chose, la fille est certainement un démon qui a le pouvoir de contrôler les monstres. Son frère lui avait parlé un jour de démons qui ressemblent à des humains, mais dont les pouvoirs et la nature sont plus proches de ceux des monstres. Il lui a dit que les démons sont une race infâme qui a détruit un royaume entier, et qu'à cause de cela, les humains les ont chassés. Leurs descendants vivent toujours, et Ré est persuadé qu'ils doivent avoir de profondes rancunes envers les humains. De retour dans le présent, Inès pense que la jeune fille est certainement un démon qui a amené le dragon dans la ville. Lorsque Lynn a utilisé son sort, elle a dû prendre la fille par surprise, et lorsque son contrôle sur le dragon a été affaibli ne serait-ce qu'une seconde, celui-ci l'a attaqué. Inès pense qu'il ne devrait pas sauver quelqu'un comme elle, mais Nor s'est précipité pour l'aider sans même y penser. En le voyant se battre contre le dragon, elle se demande à quoi il pense. Lynn dit que de toute façon, ils doivent aider Nor, mais Inès l'arrête en disant qu'il est déjà trop tard pour lui. Nor pense que le dragon est assez lent et faible comparé au gobelin qu'il a combattu, et il pense que s'il gagne du temps, Lynn l'aidera. Soudain, le dragon lance son souffle vers lui, et Nor décide de le parer car la fille sera touchée s'il esquive. Mais c'est la pire erreur qu'il puisse faire, car l'attaque explose, libérant un poison très puissant dans l'air. Nor se met immédiatement à vomir du sang noir, et des larmes sanglantes commencent à couler de ses yeux. Il se rend compte qu'il vient d'être touché par un poison incroyablement mortel, et il semble trop tard car il a commencé à perdre connaissance. Il tombe au sol et Lynn tente de l'atteindre, mais Inès lui barre le chemin avec une barrière, disant qu'elle ne fera que se faire tuer si elle s'approche du dragon de la mort noire. Elle crée une barrière en combinant ses boucliers, espérant garder Lynn en sécurité jusqu'à ce qu'elle se mette à l'abri. Lynn lui demande de la laisser aider Nor, mais Inès refuse car sa priorité est de protéger la princesse. Le dragon lance soudain une nouvelle salve de souffle empoisonné et Inès ajoute immédiatement d'autres boucliers à sa barrière.
Elle demande à la princesse de se concentrer uniquement sur sa survie, mais Lynn utilise toujours sa magie de purification et espère sauver Nor. Sa magie n'est pas assez puissante pour cela, et alors que le poison noir recouvre tout, Inès s'excuse auprès de Nor de ne pas avoir pu le sauver. Soudain, une partie de la griffe du dragon noir heurte sa barrière et le nuage de poison disparaît. Nor se bat contre le dragon bien qu'il soit gravement empoisonné. En le voyant ainsi, Inès comprend pourquoi la guerrière rousse voulait l'aide de Nor dans les situations difficiles. Elle pense qu'il est le bouclier ultime qui protégera les gens même au prix de sa vie, mais elle pense qu'il ne s'en sortira pas vivant. Pendant ce temps, Nor continue de parer les attaques du dragon. Il pare également un souffle de poison, mais donne au dragon une ouverture pour l'attaquer. Il bloque l'attaque, mais c'est tout ce qu'il peut faire avant de tomber au sol. Il porte la main à son visage, et après y avoir vu des traces de sang empoisonné, il se dit qu'il va réussir à s'en sortir cette fois-ci. Sa vie commence à défiler devant ses yeux lorsqu'il se souvient que, lorsqu'il était jeune et qu'il est rentré chez lui après avoir échoué à entrer dans l'une des écoles d'aventuriers, il a commencé à s'entraîner et à vivre seul. Un jour, comme tous les matins, il s'est rendu dans la forêt pour chercher de la nourriture et des légumes. Il finit par trouver une immense salle et rentre chez lui tout content. Il commence à tout préparer lorsqu'il se rend compte qu'il a aussi 2 plantes qu'il ne reconnaît pas, mais il décide de les mettre dans le ragoût, pensant qu'il aura tout au plus mal au ventre, mais qu'après, tout ira bien. Il ne pouvait pas se tromper davantage, car immédiatement après avoir goûté le ragoût, son corps s'effondre sur le sol, et il commence à vomir du sang tout en se demandant ce qui vient de lui arriver. Au clair de lune, il commence à lancer le sort de guérison de bas niveau qu'il a appris des guérisseurs et sort de la maison en rampant. Au matin, il réussit à survivre à la nuit en utilisant constamment la magie de guérison et s'efforce de marcher à l'intérieur de la maison, où il commence à chercher des livres sur les plantes vénéneuses les plus courantes. Il trouve immédiatement la plante connue sous le nom de feu du dragon et réalise qu'il s'agit de l'une des plantes les plus mortelles de la forêt, contre laquelle sa mère l'avait mis en garde lorsqu'il était jeune. Malgré son état, il décide de poursuivre son entraînement et sort dans la forêt avec son épée, où il s'entraîne à parer, mais s'effondre une fois de plus à cause de son état de faiblesse. Il se soigne à nouveau et se repose. Après s'être réveillé, il se sent parfaitement bien et en bonne santé. Il décide de se rendre à nouveau dans la forêt pour se procurer de la nourriture saine et repère à nouveau la plante feu de dragon, s'assurant ainsi de ne plus jamais commettre la même erreur. Malheureusement, un serpent pervers finit par le mordre, empoisonnant tout son corps et il s'effondre sur le sol, inconscient une fois de plus. Étonnamment, il se réveille au bout de quelques minutes en se sentant parfaitement bien et découvre que le serpent est mort. Il ramène le serpent mort chez lui et décide de le manger juste pour le goûter. Le lendemain matin, il décide de se faire mordre intentionnellement par le même serpent et se rend compte que cette fois-ci, la douleur est moindre et qu'il ne se sent pas malade, ce qui signifie qu'il s'immunise contre le poison. Cela le rend très heureux, car il espère que s'il continue à s'entraîner, il pourra débloquer une nouvelle compétence. Depuis ce jour, il se met à manger tout ce qui est toxique et va même jusqu'à engloutir à nouveau une plante entière de feu de dragon. Parfois, il s'effondre, parfois il vomit du sang, mais il parvient toujours à survivre. Il n'a jamais débloqué de nouvelles compétences, mais même après avoir vomi du sang, il a continué à manger ces choses empoisonnées parce qu'il a commencé à en aimer la saveur. De retour dans le présent, il se relève, surprenant tout le monde, mais dans son esprit, il ne pense qu'à la saveur de ce crapaud s'il le fait griller correctement. Il se débarrasse de sa maladie et son corps annule rapidement le poison qu'il habite, tandis que le sort de guérison qu'il a lancé sur le petit garçon l'a sauvé des fumées toxiques. Le dragon est choqué de voir l'homme respirer encore et tente de le griffer à mort, mais Nor n'est pas du genre à perdre facilement et continue de parer le monstre au point que les griffes de l'autre main du monstre sont également brisées. Le garçon le regarde avec étonnement, se demandant comment un simple humain peut se battre contre un monstre aussi mortel sans même sourciller, mais Nor ne se rend même pas compte que ce monstre est en fait un dragon et pense que c'est la taille des crapauds en dehors de la jungle. Le dragon décide de se lancer dans une dernière attaque et prend une grande inspiration pour lancer autant de poison que possible, mais Nor synchronise parfaitement son attaque et le frappe au visage juste au moment où le dragon est sur le point d'attaquer. L'attaque du dragon se retourne contre lui, son corps gonfle et explose en 1000 morceaux sous les yeux ébahis des autres. Nor se retourne immédiatement pour faire face au petit garçon, qui se tient nerveusement debout, s'attendant à ce que Nor le tue lui aussi, mais Nor lui demande simplement s'il va bien. Cette question surprend le garçon démoniaque, tandis que Nor lui demande ce qu'il faisait si près de ce crapaud. Le garçon se demande pourquoi cet homme appelle le dragon un crapaud, mais il répond qu'il l'emmenait au milieu de la ville. Le garçon s'attendait à ce que Nor se mette en colère, mais Nor pense que ce garçon est un fermier qui a dû élever ce crapaud dans une joyeuse petite ferme et qu'il l'emmenait en ville pour le vendre à des restaurants afin qu'il soit cuisiné dans d'excellents plats. Cela le remplit de culpabilité et il s'incline immédiatement en s'excusant d'avoir tué le crapaud et promet de le rembourser, mais il aura besoin de temps pour rassembler l'argent. Le garçon est très confus à ce moment-là, mais il dit à Nor qu'il ne veut pas d'argent et qu'il est reconnaissant à Nor d'avoir tué le dragon.
Nor lui demande comment il s'est débrouillé avec le crapaud géant qui ne lui avait pas fait de mal auparavant, et le garçon baisse les yeux nerveusement avant de répondre qu'il peut contrôler les monstres. Il s'attendait à ce que Nor soit en colère contre lui, mais Nor est tout simplement stupéfait et se demande comment ce petit garçon peut contrôler une bête aussi puissante. Le garçon répond qu'il est né avec ses pouvoirs, ce qui surprend Nor qui pense que cet enfant a dû être doté de ses pouvoirs par les dieux eux-mêmes. Le garçon balbutie mais dit à Nor la vérité sur lui-même, à savoir qu'il appartient au clan des gens que les humains appellent les démons. Nor n'a toujours pas compris que les démons sont victimes d'une forte discrimination et traités comme des esclaves. Il répond qu'il aurait aimé être l'un d'entre eux, car il lui aurait alors été très facile de se faire aider par les animaux dans les champs. Il aurait également pu envoyer des messages à l'aide d'oiseaux et n'aurait jamais eu à se soucier des chiens et des loups qui l'attaquaient la nuit. Le garçon démon est complètement perdu et demande à Nor s'il ne déteste pas les démons. Nor a l'air perplexe et demande pourquoi il devrait les haïr. Le garçon répond que tous les humains détestent les démons car ils ont peur de leurs pouvoirs. Nor réfléchit et dit au garçon que ces humains sont stupides car ces pouvoirs semblent incroyablement utiles et que s'il avait eu le choix, il les aurait certainement voulu lui aussi. Cela touche beaucoup le garçon, qui se met à pleurer car c'est la première fois qu'un humain le traite comme un être vivant et non comme une créature de seconde zone qu'il faut torturer. Il demande à Nor s'il peut lui aussi être utile aux gens, ce qui trouble Nor, qui se demande pourquoi cet enfant, qui est doué de pouvoir et tellement plus compétent que lui, pense si peu à lui. Nor se demande s'il n'a pas eu une mauvaise éducation, mais lui met la main sur la tête et lui dit qu'il peut certainement être très utile aux gens. Soudain, Inès et Lynn se précipitent vers Nor pour lui demander s'il va bien, mais Nor répond qu'il résiste à de petites quantités de poison, ce qui choque Lynn car le souffle empoisonné du dragon n'est pas n'importe quel poison, mais le poison le plus puissant au monde, qui peut tuer le sol et les arbres. Elle n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut survivre à cela quand elle réalise qu'il n'y a qu'une seule façon pour quelqu'un de le faire, c'est de pratiquer une seule compétence à un degré tel qu'il a atteint le titre de saint. Mais c'est impossible, car même l'instructeur de l'école de guérison a dû s'exercer pendant 40 ans sans interruption avant d'atteindre ce pouvoir. Soudain, elle remarque le garçon démoniaque et il ne fait aucun doute pour elle qu'il s'agit d'un démon. Elle demande à Nor ce qu'il veut faire de l'enfant, et celui-ci répond qu'il voulait que le garçon vienne avec eux puisqu'il venait de perturber la livraison de crapauds du pauvre garçon à la ville. Inès comprend immédiatement que le démon emmenait le dragon dans la ville afin de provoquer la destruction et le regarde vivement, lui demandant qui lui a ordonné de faire cela. Le garçon répond qu'il ne connaît pas l'homme, et Inès comprend que ce garçon n'est qu'un esclave qui a été forcé à devenir un enfant soldat. Elle lui demande s'il sait d'où il vient, mais le garçon répond qu'on lui a bandé les yeux en chemin et qu'il n'en a donc aucune idée. Nor regarde Lynn et lui demande d'emmener le garçon au moins jusqu'à la ville voisine. Lynn accepte, mais Inès leur dit que les démons ne sont pas autorisés dans le royaume de Mitra et qu'ils attaqueraient probablement si l'enfant démon était avec eux. Lynn se demande s'ils peuvent emmener l'enfant avec eux quand soudain, un homme apparaît derrière eux avec un tas d'armes et leur demande comment ils ont pu survivre au dragon, le sourire aux lèvres. Nor se demande qui peut bien être cet homme, tandis que Gojo Satoru à petit budget demande comment le dragon a bien pu mourir. Nor pense qu'il s'agit peut-être de l'homme à qui le crapaud devait être livré et s'excuse en affirmant que c'est de sa faute si la livraison a été détruite et qu'il essaiera de lui rendre la monnaie de sa pièce. L'homme semble amusé par Nor et lui demande pourquoi il s'excuse auprès de lui. Il affirme qu'il se fiche du dragon car il est ici pour le garçon démoniaque. Nor ne comprend pas et pense que cet homme doit être le gardien de Rollo ou quelque chose comme ça, et lui demande s'il est là pour le ramener dans sa ville natale. L'homme sourit, affirmant qu'il obtiendrait beaucoup d'argent pour le garçon démon. Nor ne comprend toujours pas quand soudain le faux Gojo saute vers le garçon avec son arme prête à attaquer, mais Nor parvient à bloquer et à parer l'attaque au dernier moment. Inès attrape Lynn et se met à l'abri en lui demandant pourquoi il défend le démon. Nor prétend que Rollo est son ami, mais Gojo lui dit qu'il n'en a rien à faire puisqu'il veut juste apporter le cadavre de ce garçon à un noble qui lui donnera beaucoup d'argent. Sur ce, Gojo attaque à nouveau Nor, qui se met à bloquer tous les coups tout en disant à l'homme aux yeux bandés de reculer car il ne le laissera pas blesser Rollo. Discount Gojo ne semble pas s'inquiéter de ce défi et recule avant d'apparaître rapidement au-dessus, mais Nor part à nouveau l'attaque et brise cette fois-ci complètement l'arme de l'ennemi. Inès demande à Lynn de rester derrière elle en permanence car cet homme est dangereux, tandis que Gojo jette son arme brisée, saisit 2 dagues dans son fourreau et attaque Nor une nouvelle fois avec un barrage de coups, que Nor bloque tant bien que mal avec le plat de son épée et le repousse une fois de plus. Gojo n'a pas l'air de s'en réjouir, car il affirme que cette fois-ci, il va s'acharner sur Nor et le tuer s'il ne lui remet pas le garçon. Nor se prépare à l'impact, n'étant pas prêt à abandonner Rollo, tandis que Gojo court à une vitesse si surprenante que Nor parvient à peine à parer l'attaque avec son épée, mais l'attaque est si lourde qu'elle repousse Nor, et l'onde de choc fait tomber Rollo au sol. Nor se demande comment un homme aussi maigre peut frapper plus fort qu'une vache, tandis que Gojo se rend compte que son couteau s'est encore cassé. Il se saisit d'un autre couteau et se précipite à nouveau sur Nor en lui assénant une pluie de feu d'enfer à chacune de ses attaques. Nor est toujours repoussé et se rend compte qu'il ne se bat qu'à l'instinct.
Gojo est impressionné par la ténacité de Nor et sa capacité à survivre à des coups aussi mortels, tandis que Lin se rend compte que l'homme aux yeux bandés augmente son intensité à chaque attaque. Inès vient immédiatement devant elle et crée une barrière, lui disant de rester en arrière car cela peut devenir très dangereux. Elle dit à Lin qu'elle ne voit qu'une seule personne qui porterait une tenue aussi bizarre, et que le nom de cet homme est Deadman Zadu, un ancien aventurier de rang S. Elle se souvient d'avoir entendu parler de lui par le biais d'un groupe d'aventuriers. Elle se souvient avoir appris son existence par les maîtres de l'école eux-mêmes, lorsqu'elle a trouvé son nom dans un livre sur les affaires en cours. Bien qu'il ait été déclaré mort il y a un certain temps, l'un des maîtres lui dit que cet homme est connu sous le nom de Deadman Zadu, qu'il est devenu un aventurier de rang S à un très jeune âge, mais qu'à cause de son esprit maléfique, il est rapidement devenu un fugitif de rang S. Gilles semble s'intéresser à cette question et lui demande s'il est possible d'en savoir plus. Inès lui demande alors pourquoi il a été expulsé de la ville alors qu'il était un tel héros dans les livres d'histoire. L'un des maîtres révèle qu'il n'a pas toujours utilisé ses pouvoirs pour de bonnes raisons et qu'il a fini par tuer 36 personnes d'une même famille à la suite d'indifférents. À cause de cela, de nombreuses personnes ont voulu que sa carte d'aventurier lui soit retirée. Le maître aux cheveux bleus qui a appris à Gilles à se battre lui a raconté que depuis ce jour, il a commencé à accepter toutes les tâches qui pouvaient lui rapporter de l'argent, quelles qu'elles soient. Un exemple extrême, il a réussi à détruire un royaume entier à lui tout seul et à massacrer toute la famille royale comme s'il s'agissait de gobelins de bas étage. De retour dans le présent, Zadu continue d'attaquer, Nor étant à chaque fois surpris par sa résistance. Nor se sent mal pour ses lames brisées et dit à Zadu qu'il n'avait pas l'intention de les briser et qu'il lui rendra l'appareil. Cela amuse encore plus Zadu, mais il décide d'en finir ici, et lance sa croix brisée en l'air, qui se met à briller en rouge et se transforme immédiatement en un millier de pieux métalliques tranchants. Nor se rend compte qu'il ne pourra pas tous les affronter, mais il tente d'emparer la plupart. Quelques croix passent quand même à travers et le poignardent dans le dos. Inès se rend compte qu'il ne tiendra pas longtemps ainsi et décide d'intervenir. Finalement, elle attaque Zadu avec des boucliers éthérés, ce qui permet à Nor de parer une nouvelle volée de croix acérées pendant qu'il couvre Rollo pour le protéger du reste, mais heureusement, Inès les bloque toutes avec son bouclier. Nor la remercie pour son aide et passe à l'attaque en tirant ses boucliers sur Zadu. Il est surprenant de constater que cet homme est extrêmement agile et qu'il utilise ses mouvements experts pour se faufiler à travers chaque attaque sans problème. Tandis qu'Inès continue de se défendre contre ces croisements, elle se retourne vers Nor et lui dit qu'ils doivent sortir de cette impasse d'une manière ou d'une autre, suggérant que Nor se concentre sur les attaques tandis qu'elle s'occupe de la défense. Nor n'a aucune idée de comment mener une attaque puisqu'il ne sait que parer, mais il décide de trouver un moyen. Il remarque d'énormes morceaux de griffes de dragon brisés sur le sol. Il lui dit d'enlever les boucliers quand il donnera le signal et saisit un tas de petits morceaux de griffes, commençant à les lancer sur les croix avec ses sorts d'amélioration de la force. Cela semble fonctionner puisque les croix commencent à être détruites. Cependant, Zadu en profite pour tenter de mettre Inès hors de combat, et y parvient presque, mais grâce à l'incroyable parade de Nor, elle est sauvée, tandis que Zadu brise une autre lame. Ce qui l'amène à se demander si c'est une bonne idée de se battre alors que cet homme étrange, qui peut bloquer ses attaques, est là. Il tente à nouveau une attaque sournoise, mais Nor parvient à la parer. Zadu le regarde et affirme qu'il en a fini pour la journée et qu'il va prendre congé, mais tant que Nor est avec Rollo, il ne peut rien faire et il s'échappe dans un nuage de fumée. Ils soupirent tous de soulagement, mais Rollo semble trop effrayé pour parler, et il demande à Nor s'il vient de la capitale. Rollo leur dit que ça va être un massacre, car il a entendu des gens dire qu'un énorme dragon noir, plusieurs fois plus fort que celui qu'ils ont affronté, va être lâché sur la ville pour causer des destructions. Lin est horrifié et dit à Inès qu'ils doivent rentrer, quoi qu'il arrive. Inès insiste sur le fait qu'elles ne peuvent pas, car on lui a demandé de protéger Lin, mais cette dernière affirme qu'elle ne sera jamais en sécurité si la capitale s'effondre. Cependant, avec Nor, elle pourrait encore avoir une chance de la défendre. Nor ne semble toujours pas comprendre la gravité de la situation mais accepte de retourner en ville. Pendant ce temps, Rin constate les dégâts causés à la ville lorsqu'un soldat lui annonce qu'ils ont réussi à repousser la plupart des forces ennemies. Grâce aux 6 maîtres d'école, les espions sont toujours à la recherche d'autres ennemis, mais n'en trouvent aucun. Rin se demande d'où viendra la prochaine attaque lorsqu'il lève soudain les yeux. Le soldat lui dit que les chasseurs de la forêt ont promis qu'ils n'avaient vu aucune créature aérienne susceptible de les attaquer, ce qui calme un peu Rin. Puis, il remarque soudain quelque chose d'étrange dans le ciel. Il utilise immédiatement sa magie pour révéler ce que c'est et est choqué par la vue d'un énorme dragon noir, qui peut probablement détruire tout le royaume à lui seul. Sur le chemin du retour vers la capitale de leur royaume, Nor pense au temps où son père était encore en vie et lui racontait l'histoire du dragon géant de Calamity, l'un des êtres les plus forts qui soit, et comment il faisait des ravages. Mais un aventurier a décidé d'être le héros dont tout le monde avait besoin et s'est battu vaillamment contre le dragon, le décapitant et sauvant le monde de la destruction. Nor se souvient à quel point il voulait devenir un héros à l'époque, mais ses pensées héroïques sont interrompues lorsqu'il sent que quelque chose ne va pas. Lin regarde aussi à l'extérieur et ne voit d'abord rien,
mais bientôt la barrière se brise et la terreur l'envahit lorsqu'elle aperçoit l'énorme dragon noir de Calamity qui se dirige vers la ville. Les habitants de la ville regardent avec horreur le dragon éclipser toute la ville, tandis que Rin reste figé de terreur, n'arrivant pas à croire que le dragon est déjà au-dessus d'eux. Il demande au commandant comment le dragon a pu les attaquer, puisque cela fait seulement 150 ans qu'il s'est endormi, et qu'il devrait dormir beaucoup plus longtemps. Le commandant répond avec crainte que le royaume ennemi a dû réveiller le dragon intentionnellement. Rin n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse libérer une telle créature pour un simple conflit entre deux nations, mais il se souvient de l'histoire des États-Unis et du Japon et comprend immédiatement qu'il faut évacuer tout le monde rapidement. Les autres directeurs sont également choqués de voir l'énorme bête, mais ils réalisent que quelqu'un a scellé toutes les sorties avec du mana pour retarder l'évacuation, tandis que de plus en plus de monstres émergent, obligeant les directeurs à s'en occuper. De retour à la campagne, Lin se sent perdu tandis qu'Inès regarde le désastre se dérouler, affirmant qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont déjà accepté la défaite, mais Nor est heureux de voir un dragon pour la première fois de sa vie, ce qui choque les autres qui se demandent si cet idiot ne sait pas qu'il vient de vaincre un dragon à lui tout seul. Nor ne semble pas effrayé et affirme qu'il pense pouvoir atteindre la ville avant qu'elle ne soit attaquée s'il court assez vite. Cela surprend Lin, qui ne pensait même pas à se défendre, mais Nor affirme que si elle utilise le souffle de vent sur lui, il pourra probablement atteindre la ville rapidement. De retour à l'intérieur de la ville, le roi se dirige vers la tour, en pensant à la menace que le roi ennemi a faite d'avoir assez de pouvoir pour le détruire facilement s'il ne renonçait pas au privilège du donjon perdu. Mais le roi a décidé de refuser leur demande et se reproche maintenant toute cette mort et cette destruction. Il s'avance, l'épée à la main, pour affronter le résultat de sa folie et décide de faire le plus de dégâts possible au dragon avant qu'il ne meure. De retour à la campagne, Nor met son plan à exécution en se plaçant devant le bouclier cylindrique d'Inès, qui peut concentrer la magie de Lin. Ils se préparent tous et Lin prépare plusieurs enchantements à la fois, produisant son plus puissant souffle de vent, qui projette Nor dans le ciel comme la Team Rocket, et il disparaît. De retour à la tour, le roi se prépare à affronter la mort lorsque le dragon commence à charger une attaque qui l'étourdit totalement. Les autres personnes au sol se rendent compte que le dragon charge son rayon le plus puissant, qui a détruit un continent entier la dernière fois qu'il a été utilisé. Mais le roi reste fort et sort une dague spéciale en or, prêt à attaquer. Tous les maîtres de cérémonie observent le déroulement du combat et se rendent compte que le roi utilise toute sa force vitale en une seule attaque dans l'espoir de blesser le dragon le plus possible. Mais avant qu'il ne puisse s'affronter, Nor finit par frapper le dragon par accident, mais le coup est si fort que le dragon projette sa poutre en l'air et tombe au sol, tandis que le roi reste choqué. Lorsque la poussière se dissipe, le dragon se relève, fou de rage, et tente d'écraser Nor sous sa queue, mais Nor parvient à bloquer l'attaque tout en aplatissant les maisons qui ont eu la malchance de se trouver sur son chemin. Le dragon est choqué mais décide d'attaquer à nouveau, mais cette fois-ci, Nor parvient à parer l'attaque de toutes ses forces, mettant immédiatement le dragon à terre. Nor se souvient de la force terrifiante du vent, car il a été assommé pendant un moment, mais a réussi à se remettre sur pied et à utiliser l'élan pour courir jusqu'au mur de la ville avant d'y sauter. Mais il ne s'est pas rendu compte que le dragon était juste là et qu'il se serait écrasé la tête la première si son épée n'avait pas bloqué le coup et ne lui avait pas sauvé la vie. Le temps que le dragon se relève, Inès et Lin courent elles aussi dans la ville pour tenter d'aider les survivants, mais elles sont attaquées par des rochers lancés dans leur direction, qu'Inès parvient à bloquer de justesse. Lin se relève immédiatement, prête à affronter ceux qui se présentent à elle, et les ennemis s'avèrent être des rois gobelins. Ceux-ci ne sont pas aussi grands que ceux qu'elle et Nor ont affrontés dans la forêt, mais ils sont tout de même incroyablement forts. Lin décide de se calmer et se souvient des paroles de Nor selon lesquelles ce ne sont que des gobelins. Sur ce, elle commence à leur tirer dessus avec ses lances de glace, mais cela les égratigne à peine alors qu'ils se précipitent sur elle, tandis qu'Inès fortifie leur défense. Mais avant qu'ils ne puissent attaquer, le garçon démon utilise ses pouvoirs spéciaux pour les arrêter dans leur élan. Ensuite, Lin utilise son souffle de glace pour les geler, tandis qu'Inès crée une épée éthérée et les met en pièces. Lin regarde le petit garçon et se rend compte que le peuple démon doit avoir un nombre incroyable de pouvoirs magiques pour qu'un simple garçon puisse arrêter 3 rois gobelins dans leur élan. Elle se tourne ensuite vers le dragon, qui essaie toujours d'attaquer Nor avec ses griffes, mais peu importe le nombre d'attaques, Nor réussit toujours à parer les attaques, blessant les griffes et les écailles du dragon encore et encore. Le dragon est surpris de se voir blessé pour la première fois de sa vie, tandis que Nor se demande de quel matériau est faite l'épée, qui refuse de se briser ou de s'ébrécher, quelle que soit la manière dont il l'utilise. Il se rend compte que tant qu'il aura l'épée, ce dragon ne pourra rien contre lui. Mais le dragon a d'autres plans et s'envole immédiatement dans le ciel, hors de portée, et commence à charger un autre rayon mortel massif pour démolir tout le continent d'un seul coup. Cette fois, le roi se rend compte qu'ils sont foutus car le dragon tire le rayon vers le sol. Mais Nor reste sur place et part l'attaque une fois de plus. À la surprise générale, le rayon est dévié et s'élève dans le ciel avant d'exploser dans une gigantesque explosion de feu, suffisante pour détruire la moitié du monde.
Le dragon redescend sur Terre, fou de rage, incapable de comprendre comment ce chétif humain peut bloquer ses attaques. Dans sa colère, il tente de griffer Nor une nouvelle fois, mais Nor part calmement le coup comme auparavant, et la griffe du dragon finit par se briser et tomber au sol. Tout le monde regarde avec étonnement le dragon tomber au sol devant Nor, ses yeux passant du rouge vif à une couleur normale. Rollo se rend compte que le dragon semble s'être calmé et qu'il s'agit là d'une posture d'admission de la défaite. Rin et les autres, qui évacuaient les gens à l'extérieur, observent avec stupéfaction, la mâchoire ouverte, comment un dragon peut être maîtrisé par un seul homme. Pendant ce temps, les paroles du père de Nor résonnent dans son esprit alors qu'il se souvient de l'histoire du héros qui a décapité le dragon et lui a enlevé ses griffes et ses écailles, apportant ainsi la paix et la prospérité au pays. Nor se demande s'il a le courage et la capacité de regarder ailleurs et de tuer un être vivant juste pour atteindre la gloire et la fortune, ainsi que le titre de héros, car il a toujours voulu en être un depuis qu'il sait lire des livres d'histoire. Après avoir longuement réfléchi, il s'assied avec son épée et sourit au dragon, affirmant qu'il ne pourra jamais devenir un héros tueur de dragons et que le rêve qu'il avait lorsqu'il était enfant doit rester un rêve. Ce n'est qu'alors qu'il pourra poursuivre son voyage pour devenir un meilleur humain et l'un des combattants les plus forts que le monde ait jamais connus. Lin sort de son état de choc et court immédiatement vers Nor pour lui demander s'il va bien. Nor se retourne et les salue joyeusement, car la situation est totalement sous contrôle. Tout le monde regarde Nor avec stupéfaction pendant qu'il leur dit qu'il va bien et se tourne ensuite vers Rollo, le remerciant d'avoir sauvé la situation. Rollo est confus et lui demande ce qu'il veut dire. Il s'avère que Nor pense que c'est Rollo qui a contrôlé l'esprit de l'énorme dragon et qui a sauvé la vie de Nor, sinon il serait mort. Rollo refuse immédiatement, affirmant qu'il n'a pas du tout contrôlé le dragon, ce qui trouble Nor, car il a bien senti que le dragon perdait sa volonté de se battre à la fin. Soudain, il se souvient que Rollo lui avait dit que les gens avaient peur de ses pouvoirs, et il en conclut que Rollo a simplement peur que les gens pensent qu'il est super dangereux puisqu'il a contrôlé le dragon géant, et que c'est pour cela qu'il ne veut pas en prendre la responsabilité. Nor sourit et fait un clin d'œil à Rollo avant de leur dire qu'ils doivent faire quelque chose avec le dragon, et que la meilleure façon de gérer la situation est que Rollo contrôle à nouveau son esprit et le renvoie d'où il vient. Inès est choquée et affirme que le dragon vient d'essayer de détruire le continent tout entier. Nor le comprend, il sait que le plus sûr serait de tuer le dragon immédiatement, mais il ne veut pas prendre la vie d'une créature vivante s'il peut l'éviter. Lin pense à lui rappeler tous les animaux qu'il a déjà mangés et rejetés sans essuyer, mais décide de laisser tomber et affirme qu'ils feront ce qu'il veut faire puisque c'est lui qui a vaincu la bête. Elle se tourne vers Rollo, lui demandant s'il peut s'occuper du dragon, ce qu'il accepte avec hésitation. Il s'avance et envoie ses pensées au dragon, qui répond qu'il fera tout ce que son maître lui ordonnera de faire. Inès et Lin sont choqués d'apprendre que Nor est désormais le maître du dragon le plus fort, mais Nor ne s'en rend pas compte et pense que Rollo est si fort qu'il a complètement pris le dragon sous son commandement. Il demande à Rollo de dire au dragon qu'il doit retourner chez lui et ne plus jamais faire de mal à personne. Rollo se retourne et recommence à parler au dragon, qui accepte immédiatement d'obéir à tous les ordres et s'envole, se transformant en un mauvais cas de CGI avant de s'envoler. Nor regarde la bête s'éloigner de la ville quand soudain, une lumière rose intense se dirige vers le dragon et le transforme en un tas de chair brûlante avant qu'il ne tombe au sol. Nor est complètement choqué et se demande qui a pu faire ça. Il s'avère que c'est le roi ennemi qui a fait ça, lui qui est en armure et prêt avec sa propre armée de soldats maniant toutes sortes d'armes, y compris de l'artillerie lourde venue tout droit du pays de la liberté. Le roi semble très satisfait de lui-même lorsqu'il se souvient de l'habileté avec laquelle il a élaboré ses stratégies et créé un tas d'armes magiques, dont un Relgain capable de détruire même l'une des créatures les plus puissantes qui soit. Il pense que le royaume a déjà été détruit par le dragon et qu'ils peuvent simplement entrer et prétendre que leur armée a tué le dragon et sauvé chaque personne, ce qui amènerait les habitants à le choisir comme roi. Soudain, il remarque un groupe de personnes se tenant au sommet d'une colline à proximité, inspectant le supposé cadavre du dragon. Il ne reconnaît ni Rollo ni Nor, mais il reconnaît immédiatement Lin comme la princesse et Inès comme la guerrière légendaire. Il pense qu'elle est peut-être la seule raison pour laquelle la ville n'est pas complètement rasée. Il décide de s'occuper également d'Inès, ici et maintenant, et ordonne de charger à nouveau le Relgain, qu'il projette sur Nor et son groupe. Inès est choquée de voir un énorme rayon de lumière violette foncer sur elle à une vitesse incroyable. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas l'esquiver, mais heureusement pour elle, Nor, le garçon complètement fou, bloque le rayon avant de le parer et de le renvoyer dans le ciel. Le roi est choqué de voir Inès encore en vie et demande ce qui s'est passé, tandis que les soldats s'excusent, pensant qu'ils ont du mal tiré à cause d'une mauvaise visée. Nor ne réalise pas ce qu'il vient de faire et se demande ce que pouvait bien être cette lumière qui se dirigeait vers eux et pourquoi tant de soldats se préparent à lancer une attaque si soudainement. Inès finit par révéler la vérité à Nor, affirmant que le royaume est entré en guerre contre le royaume ennemi de Derek. Comme ils ne peuvent pas s'opposer à 10 000 soldats, Lin leur propose de se replier et de retrouver son frère et avant de décider de la suite, ce que Nor approuve. Avant même qu'ils ne puissent bouger, une nouvelle volée d'attaques se dirige vers eux, mais cette fois, Inès est prête et crée un tas de boucliers devant eux,
bloquant tous les coups. Nor se rend compte qu'ils ne pourront pas bouger si cela continue, alors il élabore un plan pour distraire les ennemis pendant que les autres s'enfuient. Il n'est pas très confiant dans ses capacités à se battre, mais il sait qu'il est excellent pour fuir, car c'est ce qu'il fait depuis qu'il est tout jeune. Il se souvient de l'époque où il essayait de récolter du miel, mais sa bêtise irritait toujours les abeilles, qu'il attaquait en SM, l'obligeant à s'enfuir tous les jours. Comparé à cela, cette armée doit être beaucoup plus lente, alors il a confiance en ses chances de s'enfuir. Malheureusement pour lui, Lin finit par se méprendre et pense que Nor a tellement confiance en sa force qu'il veut affronter l'armée immédiatement. Elle vient derrière lui et lui dit de se préparer. Nor, confus, croit qu'elle veut lui jeter des sorts défensifs, mais il se rend vite compte qu'elle veut le lancer droit sur les ennemis. Il tente de l'arrêter, mais Rollo lui coupe la parole, prétextant qu'ils sont en train de tirer à nouveau avec le Relgain. Il essaie de dire à Lin qu'ils devraient tous courir, mais il est trop tard car elle utilise l'un de ses plus puissants souffles de vent dans son dos, le lançant dans les airs à une vitesse incroyable. Il tente de retrouver son équilibre, cherchant le meilleur moyen de s'échapper, mais les rayons laser commencent immédiatement à s'abattre sur lui. Il ferme les yeux et donne un coup d'épée, mais il se rend compte qu'il peut facilement les parer. C'est tout ce dont il a besoin, il commence à parer tous les rayons avant de retomber sur terre. Il maintient sa vitesse et continue de courir vers l'armée, parant et bloquant toutes les attaques qui lui parviennent. Il se rend compte que sa vitesse est trop élevée pour qu'il puisse changer de direction, il n'a donc pas d'autre choix que de se lancer à corps perdu contre les ennemis. Les soldats sont choqués de voir ce fou courir vers eux et sortent leurs armes, mais Nor utilise immédiatement sa parade, désarmant des milliers d'entre eux en même temps, suivi d'une autre parade, désarmant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Il continue à parer et à courir à travers les ennemis, ce qui choque le roi qui se demande ce qui se passe, mais il voit bientôt Nor sauter vers eux. Nor ne perd pas de temps et commence à s'occuper des soldats restants tandis que les épées désarmées retombent sur le sol, blessant tous les soldats qui ont eu la malchance de le faire. Une pluie de boucliers s'abat ensuite sur eux et les écrase tous. Le roi n'arrive pas à croire ce qui se passe devant lui, car bientôt même l'artillerie commence à s'effondrer autour de lui, tandis que les soldats restants restent là, confus. Très vite, Nor parvient à désarmer et à mettre hors d'état de nuire tous les soldats de l'armée du roi ennemi avant de se précipiter sur ce dernier. Le roi est choqué et se demande quel genre de monstre est cet homme, tandis que Nor respire bruyamment. Le roi est terrifié lorsque Nor se tourne vers lui et pense que Nor vient vers lui pour mettre fin à sa vie sale et dégoûtante en pissant dans son pantalon ou dans son armure. Le roi se souvient qu'il a toujours son épée de luxe, alors il l'utilise contre Nor, mais Nor l'ignore tout comme mon ex m'a ignoré et avance, détruisant tous les canons à rail restants. Le roi est traumatisé en regardant les merveilleuses machines qu'il a achetées à l'oncle Sam et qui gisent maintenant sur le sol, complètement détruites. Enfin, Nor revient et se tient devant le roi, son épée posée sur le sol. Soudain, le roi se souvient avoir vu l'épée sur le trône du roi lorsqu'il a visité ce royaume et se demande ce que cet homme peut bien faire ici, en tenant l'épée que le roi Clay a trouvée. Même lui a dû utiliser ses deux mains pour se servir de l'épée, mais ce monstre a utilisé l'épée d'une seule main et a vaincu toute son armée à lui tout seul. Le roi ennemi s'offre alors une nouvelle douche dorée, puis il court vers son cheval avant de s'enfuir, se demandant si Nor le suivra ou non.